Jean-François Bay à mes côtés en plateau, le directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Pour faire un point justement sur ces marchés, essayons de prendre un petit peu de recul. Regardons également ce qui se passe en termes de flux. C'est toujours très intéressant de voir où est-ce que les investisseurs placent leur argent, où est-ce qu'ils sortent leur argent, où est-ce qu'ils le placent et l'investissent. Et c'est vrai que quand on regarde justement ces flux, on a l'impression d'une grande rotation qui est à l'œuvre depuis plusieurs mois maintenant. Oui, c'est ça. On a encore la semaine dernière des très grosses sorties sur les fonds actions. On avait parlé ensemble de se protéger, de désensibiliser les portefeuilles, les gérants d'actifs à l'approche de l'été, voyant les très bonnes performances sur les marchés, toutes catégories confondues, avaient eu tendance à se protéger et à désensibiliser. Et donc on avait suivi un peu ce mouvement-là. Et puis là, ça s'accélère, ça s'exacerbe forcément, puisqu'on a en plus des protections estivales, on a en plus la guerre États-Unis-Chine qui s'exacerbe et qui repart de plus belle. D'ailleurs, c'est assez violent comme décision, et à 15 jours, 3 semaines, c'était positif. On était à la veille d'une signature. Aujourd'hui, c'est une guerre, mais non seulement ça, mais vous l'avez dit, une guerre technologique. On veut tuer des groupes, de Google, part et d'autre. voilà, la guerre, elle se joue comme ça. Android à UI, donc c'est vraiment des décisions qui sont assez violentes. Il fallait donc aussi se protéger, désensibiliser. Ça veut dire que, par exemple, on prend ses profits sur les marchés émergents, qui avaient très bien performé, et qui sont la plupart du temps les plus exposés je dirais, à ces mouvements un peu cycliques, ces retournements. Et donc ce mouvement continue, c'est sorti sur les actions, je le disais, 15 milliards rien que sur la semaine dernière. Même les marchés émergents ont décollecté, alors que ces derniers mois, on était plutôt sur un trend haussier. Et c'est 130 milliards de décollecte depuis le début de l'année. Donc c'est un mouvement fort, y compris sur les actions européennes. Et alors, j'allais dire, ils ne font pas que sortir les gérants et les investisseurs des actions et des fonds actions, ils rentrent aussi c'est pour ça qu'on parle de grande rotation, sur des actifs obligataires, taux. C'est à peu près un effet miroir. C'est assez symétrique, c'est même très symétrique. 135 milliards de décollecte sur les fonds actions. Moi, j'ai comptabilisé, je crois, 150 milliards autour de flux entrants sur le marché obligataire. Alors, c'est pas juste la dette souveraine, ce sont aussi les dettes d'entreprise, le crédit, comme on dit. Exactement, c'est même beaucoup le depuis crédit. Le début de l'année. Forcément, on a un effet un petit peu court-termiste sur il faut se protéger, on sort des actions, mais on a aussi, dans cette grande rotation, des investisseurs qui sont poussés à la recherche du rendement depuis un petit bout de temps. C'est pas juste la semaine dernière ou juste parce que il y a eu une guerre commerciale. Modulo, j'allais dire, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça fait un petit moment que les investisseurs ont tendance à rentrer sur ce type d'actifs. J'allais dire même, il faudrait peut-être parler de grande translation plus que de grande rotation. C'est-à-dire que quand vous avez en Europe une banque centrale qui amène les taux en négatif, vous avez nécessairement des investisseurs qui se disent donc le taux sans risque qui me protège quel que soit l'environnement, c'est plus les emprunts d'État, puisque l'emprunt d'État allemand est à moins 0,11% aujourd'hui, donc je peux pas décemment investir sur cette classe d'actifs. L'inflation étant légèrement proche de 1%. Je suis amené petit à petit à translater et à utiliser d'autres taux sans risque, d'autres proxys. Et donc, je vais chercher du crédit entreprise. C'est un peu plus que 0%. Je vais utiliser du high yield, donc des obligations en rendement. Je vais utiliser un peu de dette émergente. Regardez ce que font les épargnants français. Ils achètent sur l'immobilier. L'immobilier a jamais autant collecté. Ça continue, des SCPI, la pierre papier, etc. J'achète du fonds en euros. Tout, sauf l'emprunt d'État de taux sans risque qui est négatif. Donc ça, c'est le mouvement des banques centrales. Et on le voit, ça touche aussi les marchés actions. C'est-à-dire que les secteurs qui sont recherchés sont les secteurs un peu défensifs, mais ça serait un peu trop simpliste. Des valeurs qui distribuent du rendement, qui ont une visibilité, en fait, dans l'environnement. Donc c'est à la fois macroéconomique et à la fois microéconomique. Et donc, vous avez tous les secteurs qui apportent cette visibilité. Inversement, l'effet, j'allais dire un petit peu domino, l'effet miroir, c'est que c'est au détriment du cycle, au détriment des valeurs cycliques. C'est-à-dire que, bien évidemment,
l'environnement de guerre commerciale et le ralentissement de la croissance mondiale pèsent. Mais les investisseurs voient aussi dans cette politique de taux sans risque négatif, en fait, des effets négatifs justement sur des secteurs comme la banque, par exemple. Les entreprises financières, banques, assurances, vivent en fait sur les taux. Si vous avez des taux négatifs, vous mettez en péril en fait ce type de secteur. C'est vrai aussi sur les secteurs de la consommation. Vous voyez, l'automobile, Carrefour, Casino, Auchan, etc. Ce sont des entreprises qui transforment de l'argent. Vous payez Casino, ils font de la trésorerie. Trésorerie faisait dans le temps de la trésorerie. Casino faisait de la trésorerie sur le revenu pour ensuite le placer. Ça, c'est fini cette période-là. Donc, ce sont des pans entiers de l'économie qui sont un peu fragilisés par cet environnement de taux négatif. Ce qui est intéressant de noter, Jean-François, c'est que tous les secteurs que vous venez de citer, ce sont déjà les secteurs les plus faibles boursièrement parlant depuis des mois, des trimestres, voire des années. Et le cas d'investissement reste particulièrement compliqué. Ce n'est pas parce que ces secteurs ne sont pas chers aujourd'hui qu'ils attirent les investisseurs pour une question de valorisation, bien au contraire. Alors exactement, il y a un triple effet. Il y a un effet de banque centrale qui amène les taux négatifs. Carrefour, ArcelorMittal, Renault, etc. Vous avez beaucoup de valeurs qui sont à moins 50% sur un an. Ouais. Et même depuis le début de l'année. C'est-à-dire que c'est pas que sur un an, c'est vrai sur 6 mois, c'est vrai sur un mois. Il y a un effet de guerre commerciale conjoncturelle qui est indéniable. Il y a un effet digitalisation qui est aussi indéniable. Il n'y a pas qu'un effet, il y a un cumul d'effets. Et le quatrième effet, j'allais dire, pour ajouter au sac à dos, c'est l'Europe. L'Europe, on le voit bien, est particulièrement en difficulté, puisque la Banque centrale amène les taux en négatif et explique qu'elle restera sur des taux négatifs pendant très très longtemps, là où la Fed a déjà augmenté ses taux, et d'ailleurs va peut-être augmenter les taux d'ici décembre. Il y a le Bank of New York Mellon qui disait qu'elle anticipait une hausse des taux de la Fed d'ici décembre. Donc comme quoi, ils sont à 2,50 sur le 10 ans, ils sont à 2,20 sur le taux 2 ans, donc ils sont sortis de cet environnement de taux négatif. Et puis l'Europe, c'est malheureusement le Brexit, c'est les élections européenne, c'est, j'allais dire, un peu la situation perdant-perdant. Quand vous voulez jouer le cycle et que la Chine se sort de ce marasme et enfin réaccélère, vous investissez sur les marchés émergents, vous investissez pas en Europe. Et quand on vous dit attention, le cycle s'inverse, la Chine est en difficulté, vous allez chercher des protections aux États-Unis et sur le dollar, vous investissez pas toujours en Europe. Donc on est perdant-perdant actuellement, et c'est pour ça que les flux restent négatifs. C'est une situation qui peut changer, j'allais dire, au fur et à mesure de l'intensification de la guerre commerciale, parce que je rappelle, encore une fois, alors nous en Europe, on va négocier l'automobile avec Donald Trump, mais on a un peu plus de temps. Mais on se dit quand même qu'à un moment, les États-Unis vont souffrir aussi de cette situation de guerre commerciale. Elle n'est pas encore suffisamment intense d'une certaine manière pour que les États-Unis suscitent un peu de défiance de la part des investisseurs. Enfin, quand je dis les États-Unis, je parle de Wall Street. C'est le marché qui a le moins souffert à nouveau dans la phase de consolidation dans laquelle on se trouve. C'est à la fois le marché refuge, c'est à la fois le dollar, la puissance du dollar, c'est à la fois la négociation d'un seul homme, là où en Europe on est 28, ouais. C'est à la fois une relance opportuniste de Donald Trump, baisse des impôts l'année dernière, qui est venue redonner un peu de vent dans les voiles et de la confiance auprès des consommateurs. Donc ça sera peut-être une situation compliquée dans 2-3 ans lorsque les États-Unis devront gérer en fait un vrai changement de cycle. Malheureusement, en attendant, on voit mal comment l'Europe, à court terme, peut se relancer, j'allais dire, dans la course entre les États-Unis et la Chine, alors même que, voilà, on est en train de gérer le Brexit et on est en train de gérer d'autres situations compliquées. Donc, je pense qu'on risque de voir passer un petit peu les trains entre la Chine d'un côté et les États-Unis. Le match s'est installé et malheureusement, on est un petit peu au milieu. On va parler de l'ambiance de marché du jour. Effectivement, ce sont les secteurs technologiques, semi-conducteurs qui souffrent le plus des derniers développements de la guerre commerciale ou même de la guerre totale que se livrent la Chine et les États-Unis. Jean-François, vous disiez d'un mot, si on peut développer un peu, ce sont des décisions très violentes là qui sont prises, qui ciblent des entreprises particulières. On avait eu l'épisode ZTE il y a un peu moins d'un an. L'administration américaine avait réussi à mettre à terre un des plus gros groupes chinois en termes de salariés, en termes de chiffre d'affaires, un équipementier télécom ZTE. Aujourd'hui, c'est Huawei qui est dans la ligne de mire, on va dire, de l'administration américaine. Oui, ce sont des décisions violentes qui impliquent des ripostes violentes également de la part de Pékin. On peut imaginer, Jean-François ?
Oui, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est une guerre violente dans le sens où si vous n'êtes pas avec les États-Unis, vous êtes contre les États-Unis. On voit bien qu'il n'y a plus vraiment d'entente. C'est vrai aussi avec l'Iran, c'est vrai avec la Corée du Nord. On est dans ce rapport de force permanent et donc au détriment, on le voit bien, des marchés financiers. Donc ça va être très difficile en fait de naviguer dans cet environnement et d'allouer des capitaux dans cet environnement. On pourrait considérer que il faut justement dérisquer les portefeuilles, suivre un petit peu les flux et les allocations d'actifs à l'approche de l'été. Voilà, donc ça restera, je pense, on est rentré dans un environnement qui est très très compliqué, d'un point de vue d'ailleurs aussi microéconomique. Ah complètement. Là, on a l'impression qu'on est reparti en terre inconnue d'une certaine manière. On commente encore les statistiques économiques, les chiffres économiques, mais on se dit qu'avec le changement d'ambiance depuis 15 jours, le scénario macro, il peut très très vite dériver vers quelque chose de beaucoup plus négatif que ce qu'on imaginait, que ce qu'on imagine toujours à ce stade d'ailleurs. Oui, alors les marchés financiers dans l'ensemble ne surréagissent pas. On a l'or qui est légèrement négatif, on aurait pu connaître des mouvements plus violents. Le taux 10 ans américain est autour de 2,40. Les taux allemands bougent pas trop. Donc je pense que les marchés ont pris l'habitude malheureusement de cette volatilité, je veux dire, des tweets de Donald Trump. Malheureusement, je pense que les conséquences petit à petit vont se faire sentir. Souvenez-vous, quand on était ensemble, on s'était dit, si vraiment il n'y a pas de sortie vers le haut et que la guerre commerciale et la guerre totale s'enclenche, on aura moins 15% sur les marchés. On ira toucher sur le CAC 40 les plus bas à 4600 points. On y est, voilà, on petit à petit, on repart vers le sud. On en prend le chemin. Et voilà, donc on n'est pas encore à moins 15, je rassure tout le monde. Voilà, mais on était à 5006, on est, voilà, on a baissé de 5-6%. Malheureusement, il y avait cette asymétrie et malheureusement, la guerre commerciale repart de plus belle. Et donc il faut naviguer avec ce type de décision. Acheter de la volatilité sur les marchés, acheter des actifs qui ont tendance à vous protéger, c'est toujours intéressant. Restez avec nous, Jean-François. On accueille par téléphone Frédéric Rosier qui nous rejoint. Bonjour Frédéric et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Quelques commentaires là. C'est vrai que l'ambiance de marché de ce lundi matin est quand même radicalement différente. Enfin, radicalement différente. On plonge toujours, on évolue toujours de plus en plus vers une guerre totale entre la Chine et les États-Unis. Oui, bon, on le savait, en tout cas on se préparait à ça, mais malgré tout le marché avait bien rebondi sans forcément de grandes raisons. Et là, on prend effectivement cette guerre commerciale de plein fouet. Alors, le secteur des semi-conducteurs est bien sûr le plus impacté. On a des baisses significatives aujourd'hui. STM, moins 8,5, AMS en Suisse, moins 14, Soitec aussi, moins 8, Infineon, moins 5. Donc, tout le secteur est vraiment pris dans la nasse, tout simplement. C'est quoi leur problématique, pour être clair, Frédéric, à ces groupes européens pris dans la guerre commerciale Chine-États-Unis? Alors, tout simplement parce que aujourd'hui, Huawei est un acteur incontournable. On n'a qu'à voir la progression des ventes depuis un an de Huawei qui a pris un leadership et qui est passé devant Apple sur les smartphones, avec bien sûr aujourd'hui, par exemple, un acteur comme Huawei qui est parmi les plus gros clients de STM. Donc l'impact est évident. Et par exemple pour la Soitec, c'est également la technologie SOI qui est fournie à l'ensemble des fournisseurs d'équipements de Huawei. Et pour ces fournisseurs-là, il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter de faire des affaires avec Huawei. Exactement. Parce que la situation n'est pas encore très claire, visiblement. C'est exactement. Là, effectivement, et puisque c'est une parution du journal Nikkei qui disait effectivement que Infineon couperait toute fourniture à Huawei. On parle d'un business aux alentours de 100 millions de dollars en moins pour Infineon. C'est très difficile, honnêtement, à déterminer, puisqu'il semblerait que certains composants ne seraient pas touchés par ces restrictions. Donc, on n'arrive pas à définir aujourd'hui le périmètre de ces sanctions. Donc, on est totalement dans le flou. L'indice des semi-conducteurs, le SOX, a perdu une dizaine de %. Il va accélérer à la baisse dans les prochaines heures. Donc, c'est tout le secteur qui avait quand même très, très bien performé depuis le début de l'année. On a eu un parcours assez remarquable. Là, la sanction est d'autant plus importante que le rebond a été fort. Donc, ça manque clairement de visibilité. Maintenant, on attend
la réponse de nos amis chinois, parce qu'il est probable aussi que ça en reste pas là. On peut très bien imaginer, pourquoi pas, dans une politique de terre brûlée, les Chinois de peut-être renoncer à la fourniture de certains composants électroniques en réponse à ces sanctions. Donc là, on peut avoir une surenchère qui pourrait mettre à mal la croissance mondiale. Donc attention, on est vraiment dans une zone aujourd'hui assez dangereuse. Vous le savez, on était prudent depuis quasiment un mois et demi sur le marché. On voyait quand même que le marché finalement était en train de plafonner. Comme quoi, des fois, vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Là, on est vraiment dans une phase où il faut être extrêmement prudent. Il y a l'impact des dividendes aussi qui est pas négligeable. On le voit par exemple en Italie, où détachement de dividendes sur le secteur bancaire, par exemple, on voit Milan en train de plonger de plus de 2,5. Il y a un impact de dividendes qui est non négligeable sur cette baisse. Est-ce que ça veut dire là, enfin, on est lundi, on repart pour une semaine sur les marchés. La hausse de la semaine dernière ou la reprise du marché la semaine dernière, Frédéric, qui nous faisait dire que peut-être la consolidation était déjà terminée. Non, finalement, le mouvement du jour, l'actualité du jour vient nous rappeler à la réalité d'une certaine manière. Oui, alors il faut reconnaître ses limites. Honnêtement, on n'a pas compris la rebond de la semaine dernière. Donc, puisque vous l'avez peut-être vu dans le morning de John Plassard, on parlait effectivement de l'ensemble de ces problématiques qui sont posées depuis maintenant 2 à 3 semaines. Et finalement, on voit qu'il n'y a que des zones d'aggravation sur la géopolitique, les tensions sur l'Italie gouvernementale qui ressortent. On a les tensions de la guerre commerciale qui ressortent. La problématique du ralentissement économique aux États-Unis, on a eu quand même quelques indicateurs qui étaient un petit peu embêtants. En Chine, on l'a vu avec la production industrielle. Donc finalement, lorsqu'on analyse ça, depuis 2 semaines, on a plutôt des mauvaises nouvelles. Et malgré tout, on a eu un marché qui a rebondi. Donc nous, on est vraiment dans cette politique aujourd'hui qu'il faut faire extrêmement attention. Le marché, certes, il est pas cher, mais on a un manque de visibilité évident devant pas nous. Cher, ça dépend par rapport à quoi on se réfère, c'est ça le problème. Oui, encore avec l'anticipation des croissances qu'on maintient encore et je le soutiens depuis quelques temps déjà sur votre plateau aussi, que le deuxième trimestre, honnêtement, quand on voit les datas en Chine, aux États-Unis, quand on voit le commerce international, je vois pas comment on peut sortir honnêtement des chiffres de qualité au deuxième trimestre. Malgré tout, le marché reste quand même relativement perché et donc c'est vrai que c'est pour nous une zone d'inquiétude. Donc voilà, je pense qu'il faut être prudent. On a couvert les portefeuilles depuis maintenant un mois et demi et on reste sur cette position qu'il faut effectivement faire attention. Il y a des valeurs de rendement, on le voit, qui tiennent. On voit par exemple Orange qui a tenu. Total était plutôt bien orienté. C'est vrai que là aussi, il manque de visibilité sur la géopolitique avec l'Iran et sur le niveau de production de pétrole dans un cycle économique incertain. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui nous font dire qu'il faut être prudent. Aller chercher, si on veut vraiment investir sur des valeurs de rendement, pourquoi pas du pétrole, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on est vraiment en stand-by. Ouais, et puis je sais pas si c'est un élément qui vient ajouter un petit peu au doute, ou en tout cas au questionnement du moment, mais voir une valeur star de la croissance comme Solution 30, là c'est un dossier spécifique, Frédéric, qui est une valeur chouchou des investisseurs dans le monde des valeurs moyennes. C'est une valeur qui pesait un peu plus d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière avant la séance du jour, puisqu'elle perd plus de 20% actuellement. C'est rare de voir un décrochage aussi important chez Solution 30. Je disais, encore une fois, une star de la croissance qui n'a jamais déçu jusqu'à présent. Jamais déçu. Alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais Muddy Waters nous remet un coup de blues sur la valeur, comme il l'avait fait par le passé avec Casino, Bolloré. Récemment, Inogène aussi, biotech, sur lequel on a eu, elle a perdu 50% sur une recommandation à la vente, en tout cas une alerte de Muddy Waters il y a 3 mois. Donc, on voit bien que ces valeurs, une fois qu'elles sont attaquées par Muddy Waters... C'est quoi la philosophie de Muddy Waters, Frédéric là, il commence à se faire un petit nom dans le monde des fonds activistes. Oui, ils sont déjà les alertes sont sur les positionnements short. Alors généralement, ces positionnements short sont suivis de recommandations de notes d'alerte. On l'avait vu par exemple sur Casino, on se rappelle notamment le niveau d'endettement de Casino. Pour l'instant, on est juste sur une position. Alors il faut relativiser Solution 30. La position short, c'est un peu plus de 6 millions d'euros à la vente. Donc on est vraiment. Oui, mais ça fait perdre plus de 200 millions d'euros de market cap quand même. Exactement, mais tout le monde se pose aujourd'hui la question, mais si short, est-ce qu'il n'y a pas une publication
comme on a pu avoir par le passé, qui sont souvent fondées. Hein. D'ailleurs, hein, il y a une part de vérité dans ce qu'ils publient. Est-ce que, oui ou non, il n'y aura pas une publication, quelque chose qu'ils ont décelé que personne n'a vu? C'est une position qui est quand même présente dans bon nombre de fonds de croissance chez nos confrères. Hein. C'est vraiment des positions relativement fortes. Le parcours a été exceptionnel. On le sait, hein, c'est une société de forte croissance, notamment dans les compteurs électriques, dans la fibre. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un marché qui est vraiment porteur. Malgré tout, effectivement, c'est un petit doute qui se pose là aujourd'hui sur cette valeur. On n'a rien décelé honnêtement. Non, et ça va être intéressant de voir ce qui se passe parce que comme vous dites, c'est une valeur qui est très détenue, qui est très suivie quand même par les analystes de valeur moyenne, qui sont quand même tous relativement positifs. Bon, s'il y a vraiment un loup et que personne n'aurait vu quoi que ce soit jusqu'à présent, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une coquille vide, c'est pas une petite valeur qui sort de nulle part. Hein, non, voilà. Le marché est vraiment porteur. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun problème sur cette société. Mais c'est le doute qui s'immisce quand Muddy Waters se place quelque part. Ouais. C'est vrai que ça fait du mal. Ça va être très difficile peut-être de repayer la valeur parce que tant qu'on n'a pas d'informations sur le pourquoi du comment de cette position short, il y aura toujours un soupçon de quelque chose. Nous, en tout cas, on n'a rien décelé là-dessus. On n'a aucune inquiétude pour l'instant sur le dossier. Voilà, il faut juste peut-être effectivement attendre d'avoir des informations complémentaires. Il se paye un petit peu cher, honnêtement. Alors donc, ça, oui. Voilà, il faut le reconnaître. Il y a des fois aussi des justifications et des prises de bénéfices. Parce que finalement, même avec la baisse de 30% comme on a eu ce matin, elle était toujours positive. Elle était toujours positive. Elle est toujours positive, oui, bien sûr. Ouais, donc il ne faut pas s'alarmer outre mesure. En tout cas, c'était peut-être propice aussi à des prises de bénéfices dans un marché qui est un peu plus fragile. Donc voilà, c'est une accumulation de choses qui a fait qu'on a eu cette sanction. Mais elle a déjà repris quasiment 1,20€, 1,30€ depuis les plus bas déjà. Donc voilà, on n'est plus qu'à moins 22 entre guillemets. Les techniciens du quotidien, les techniciens du dernier kilomètre qui viennent vous installer votre compteur, relever les compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, s'occuper également de vos équipements audiovisuels, les box pour dire les choses. Voilà, ce sont tous ces techniciens qui viennent vous rendre service à votre domicile en lien avec toutes les questions de nouvelles technologies. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'est vraiment de la croissance très forte à 2 chiffres depuis des années. C'est un dossier très connu de la place, très apprécié par les gérants small et mid cap. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre eux seront avec nous jusqu'à 18h pour évoquer spécifiquement la situation de Solution 30 aujourd'hui et cette attaque du fonds activiste vendeur Muddy Waters qui a initié une petite position à la vente, mais ça suffit à faire trembler le cours de bourse avec une baisse de plus de 22% actuellement pour Solution 30. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous par téléphone quelques instants. Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Il nous reste 1 minute pour conclure avec vous Jean-François Bec, Cantalis en plateau. Mirabeau vient d'illustrer en fait ce qui se passe sur les flux, ce qui se passe sur les marchés. Il faut surtout pas acheter des cycliques parce qu'on est dans une remise en cause de la croissance mondiale et donc il l'a très bien expliqué. Trop tôt, on vient de dérisquer les portefeuilles, on rentre pas sur ces actifs trop risqués. Et d'un autre côté, les valeurs de croissance sont très chères. Hermès x50 sur le bénéfice, Dassault Systèmes x45, Solution 30, je ne sais pas combien. Mais très cher aussi. Très cher aussi. Donc tous les acteurs sont rentrés sur ces thèmes croissance, sur ces valeurs de luxe, qui sont sur des niveaux de valorisation très chers. Donc on fait rien, on fait plus rien. Le marché a tendance plutôt à subir en fait les news et les tweets de Trump et s'inquiéter. Et ne rien faire d'ailleurs, parfois c'est aussi un acte de gestion. Ah mais c'est une décision de gestion. Hein. Exactement. Rester neutre, à l'écart, un peu de cash, des valeurs de rendement, hein, c'est ce que vous préconisiez également. Là, c'est vrai qu'on voit du Orange, du Total qui arrive à s'en sortir. On a vu le secteur des foncières également qui réagit positivement dans cet environnement d'aversion pour le risque et de taux toujours extrêmement faibles, voire négatifs. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bec était à nos côtés en plateau pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse, directeur général de Cantalis. Bientôt 16h. On marque une pause, direction New York dans un instant. On va prendre le pouls de ce début de séance aux États-Unis. Dans le rouge, évidemment, et c'est la tech qui souffre le plus. Le Nasdaq Composite abandonne pour l'instant plus d'1,5% après une demi-heure de séance sur les marchés américains. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.